En géophysique. Est-ce qu'on a besoin les chapitres? Oui, s'il vous plaît. Dans le recording. Donc, j'ai enregistré très rapidement. Ça dépend. Si on arrive à faire déjà ce chapitre ou le chapitre qui m'a fait l'électrique, c'est déjà pas mal. Donc, comme le Covid, donc si on arrive à faire ça, c'est déjà pas mal. Et si on arrive à continuer, là, une introduction en méthode gravimétrique, c'est encore mieux. Donc ça dépend de vous, hein, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, comme la cadence كيفاش نمشي. ما نقدرش ندير حاجه قبل ما تفهموا حاجه. Donc انا هذا ما عنديش. Donc puisque déjà vous êtes désavantagé par rapport au fait que vous êtes en distanciel, donc le problème du Covid, donc on prend en considération ce fait. Donc انا ما نروحش بعيد alors que à la base vous manquez vous manquez de choses fondamentales. Voilà. Mais comme je dis, ça dépend de vous. Donc, ça dépend de la cadence de tout le cours. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les gens, il عنده اسمه يطفي الميكرو تاعو. ما عنده اسمه انا خليتكم انا بالعاني باش تقدروا sinon je coupe les. Voilà, donc donc je continue. حبسنا هنا les gens. Donc هنا pas besoin de refaire les notions de densité. Donc on a vu que la densité de la roche, elle est en fonction de la densité de la matrice convoluée au rapport de porosité, convoluée à la porosité, et on ajoute aussi un autre terme qui lie la densité du fluide contenu dans la roche à la porosité aussi. Donc, la matrice, c'est une matrice qui est associée aux minéraux. Donc, la matrice contient des minéraux. Et les minéraux, c'est la partie solide de la matrice. Donc, le minéral aussi peut être associé. Un de vos camarades la semaine passée a posé la question sur les argiles. Les argiles aussi peuvent être associés à une minéralisation. Donc, les dépôts des minéraux se fassent aussi en présence d'argile. Parce que l'argile est une roche ancienne. L'argile, c'est qu'elle change de porosité. Au passage du fluide, elle varie en termes de porosité. Donc, elle peut être liée à des dépôts de minéraux. Voilà. Donc, je les liens entre la densité de la roche sans présence de pores. Donc, lorsque la porosité elle est nulle ou là, elle est très très faible, donc la densité de la roche peut être égale à la densité de la matrice. Donc, le poids qui contrôle en quelque sorte les deux, l'échantillon est associé à la matrice. Voilà. Maintenant, en présence, lorsque j'ai uniquement du fluide, lorsque j'ai une roche très poreuse, voilà, qui a une porosité de 100%, ça n'existe pas. Il y a une porosité élevée, en théorie, on peut le supposer. On peut supposer que la porosité est égale à 100%. Donc, la densité de la roche est contrôlée par la densité du fluide. La variation de porosité, le fluide contrôle cette variation de porosité. La variation de porosité peut vous indiquer sur le contenu en fluide dans une roche donnée. Donc, à partir de là, à partir de ce paramètre, vous pouvez estimer la densité du fluide ou le volume du fluide contenu dans une roche particulière. Donc maintenant, si je continue, ça va les gens, il n'y a pas de problème. Oui, monsieur. Très bien. Donc maintenant, si je continue avec les exemples de différents types de densité, donc là, vous avez un exemple, vous avez
un exemple de densité en fonction de matériaux, en fonction des types de roches. Donc là, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez une densité associée à des matériaux. C'est des matériaux géologiques. C'est des matériaux géologiques. Donc, la plupart des groupes, il y a 3 groupes qui ne le tableau. Donc, vous avez la densité moyenne de la Terre. Oui. Oui, pardon. Pas de partage. Ah, le partage. Vous ne voyez pas le partage? Si, monsieur, on voit le Ici, partage. moi je le vois bien. خلاص très bien. Mais là, اللي ما يشوفوا le partage, donc problème عنده. Problème soit في la connexion, ولا sûrement في la connexion, ولا في le PC. Voilà, donc vous avez ici l'exemple de différentes densités pour différents types de roches. وش عطاكم هنا؟ عطاكم la densité moyenne de la Terre est égale à 5,5. Donc la densité moyenne de la Terre est égale à 5,5. Donc ça, la Terre, وش معناتها la Terre يعني la surface حتى le noyau. Donc c'est la densité moyenne de la Terre. يعني sur un rayon de 6371 à peu près kilomètres. Voilà. Ce qu'on appelle le rayon de la Terre. Maintenant, ce qui intéresse le plus les gens qui travaillent sur les problèmes de croûte, les problèmes cristaux. Donc, vous avez la croûte continentale qui a une densité de 2,67. Donc, elle est faible par rapport à la densité moyenne de la Terre. Elle est belle, la croûte à Imilfouk. Donc, elle est qui m'a les radeaux. Le quand les radeaux, par exemple, le Bahar, quand j'ai la barque, elle est une densité élevée, chaque fois que donc, ce qui fait que c'est le fait que la densité de la radeau par rapport à la densité de la masse d'eau, elle est plus faible. Donc voilà, donc la croûte continentale, c'est comme un radeau, voilà, qui flotte sur du magma visqueux. Donc, les roches qui sont en fusion, voilà, les roches magmatiques, etc. Donc là, la densité va augmenter, ce qui fait que à chaque fois qu'on explore en profondeur le domaine de la structure interne du globe, les valeurs de densité vont s'élever. Donc, on a 2,67. نقدروا نحكم بعد حتى في النوايو حتى des densités de 11 et de 12 si on parle de noyaux externes et de noyaux internes. Donc voilà, donc la densité moyenne de la croûte. Donc la croûte, généralement, elle est 0, croûte continentale. Généralement, la croûte continentale, l'épaisseur moyenne, elle est de 30 km l'épaisseur. La croûte continentale, c'est comme les sédiments non consolidés, comme les sédiments, comme les roches sédimentaires, comme les roches sédimentaires. Donc les sédiments, la densité de leurs densités sont plus faibles. Donc les sédiments non consolidés, donc ils ont des densités qui varient de 1,8 à 2. Donc c'est ce qui fait que les sédiments voilà, peuvent être associés au premier niveau des croûtes continentales. Voilà. Donc les sédiments non consolidés. Donc et vous avez aussi des sables secs, voilà, et des sables humides. Voilà, c'est un exemple aussi. C'est que les sables, par exemple, secs et humides, pour voir un petit peu l'effet de l'humidité, l'effet du fluide les sables. Donc pour les sables secs, vous avez des densités de 1,4 à 1,65, mais dès qu'elles deviennent humides, ils les sables, vous pouvez le vérifier. Hein. Les bacs à sable, donc vous avez le sable a une granulométrie particulière. Donc les grains fins vont faire que le fluide va pénétrer les sables et va faire augmenter sa densité. Voilà. Donc 1,9 à 2,05. Donc vous avez les grès tanniques, donc les grès ont des densités de hum, les sels, les marnes, les calcaires, etc. C'est que vous avez l'eau de mer tannique de 1,1 à 1,05. C'est à peu près la densité de l'eau. La densité de l'eau, 1,5. La densité de la glace, donc la glace elle est moins dense que l'eau.
Voilà, la densité du pétrole aussi. Donc, le pétrole, il est. شكون اللي راه يعيط هكذا s'il vous plaît écoute donc la densité des hydrocarbures donc de 0,6 à 0,9 ça va vous m'entendez les jeunes il n'y a pas de ça va vous arrivez à m'entendre si vous avez des problèmes vous me Oui, dites on vous entend, monsieur. très bien donc شحال عندكم تانيك عندكم هنا تزيد la densité مع la pyrite donc la pyrite c'est un indice de la pyrite ولا la calcopyrite en tant que géologue على بالكم donc là حبيت نسقسيكم هكذا معايا باش نشوف إذا est-ce que vous avez une idée sur ça la pyrite ça vous indique quoi la pyrite donc c'est un indice de quoi à votre avis qui تصيبوا la pyrite نتوما en tant que géologue en surface par exemple جهه في انتيكلينال ولا واش معناتها indice de l'or. De quoi On a un gisement. Très bien, voilà. Donc la pyrite ou la calcopyrite peuvent vous indiquer la présence de gisements polymétalliques. Donc soit le fer, le plomb, le cuivre, etc. Le zinc aussi. Donc la pyrite peut vous indiquer la présence de gisements polymétalliques. On a la pyrite, elle est de 4952 et le fer, voilà, le fer et le cuivre ont des densités un petit peu plus élevées, 7,3, 7,8 et 8,8. Donc on a des zones où on a des densités élevées. Donc c'est dû bien sûr aux conditions de création de ces polymétaux, voilà. Donc les conditions de pression et de température, donc des roches en fusion, comme du fluide. Donc c'est toute une mécanique, mais toute une poromécanique qui est derrière la production, la création de ces polymétaux. حاجه واحده اخرى عندكم ثاني كتشوفوا l'argent ثاني هنا نروحوا ثاني les densités plus élevées donc l'argent a une densité de 10 et de 11 c'est pour ça que l'argent on ne le trouve pas partout mais ce qui est remarquable c'est l'or donc les gisements aurifères ont des densités très très élevées كبار على تاع الموايو donc la densité تاع l'or Et voilà, monsieur Dikran Sirsek, genre comment ça se fait la densité moyenne de la Terre, c'est le fer, le cuivre, alors que le noyau de la Terre, il est riche en nickel et le fer. Voilà, absolument. كما قلتي donc il est هنا نروح في ماشي غير النيكل le fer عندكم pour la côte continentale عندكم le silicium magnésium donc c'est plus vous avez plus de silicium et de magnésium que la côte continentale que la côte océanique عندكم du silicium et de l'aluminium mais كما قلتي علاش l'or il est plus dense tout simplement c'est dû aux conditions de sa formation donc vous avez une certaines conditions de pression et de température très remarquables qui font que l'or possède cette densité. L'or, c'est du magma, c'est des phénomènes magmatiques métamorphes. C'est du métamorphisme, de contact. Le métamorphisme هذا ثاني يقدر يكون عنده une relation مع les conditions tectoniques تاع la région تاعكم et tout ça aussi les fluides vont faire que la cristallisation la recristallisation soit faite dans des conditions très spécifiques donc toutes ces conditions vont faire que l'or en tant que métal possède des densités plus élevées que la densité les matériaux de formation de terre à la base. Donc c'est pour ça que l'or a des densités très élevées. Donc donc si je résume c'est les conditions c'est des conditions de formation. Donc c'est les conditions de formation de terre qui vont faire
que la densité alors elle est très élevée. Elle est bien maquillage. Il n'y a pas beaucoup d'endroits de par le monde qui peuvent posséder dans leur sous-sol ces conditions de pression des températures. يعني la cristallisation تقدر يطلع الماغما ومع لي فلويد ثانيك مع الفلويد يعني مع لو سوا لو الميتيوريك ثانيك في une certaine époque géologique مع les fracturations thermiques مع la mécanique thermique اللي تبع مع les conditions de température et de pression. Donc ces conditions-là ne sont pas spécifiques à tout endroit. يعني il faut que beaucoup de choses soient réunies pour avoir de l'or. Et ce n'est pas l'apanage de toutes les régions de par le monde. على بها l'or ما كانش بزاف وعلى بها غالي. Voilà, على بها غالي. Donc j'ai essayé de répondre un petit peu d'une manière grossière. Mais quand tu fais en détail, vous allez voir, les gens qui s'intéressent, vous allez voir qu'il y a toute une... Mais j'ai une mécanique, mais même pas, c'est plus qu'une mécanique. Il y a toute une poromécanique derrière l'apparition, la création des gisements aurifères. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Donc vous voyez que les minéraux, que le minéral qui est associé à la matrice peut faire varier la densité de la roche. Donc il peut faire varier la densité de la roche, donc il peut l'augmenter ou la diminuer. L'augmenter dans le cas les minéraux, dans le cas les polymétaux, voilà, dans le cas les minéralisations, dans le cas la présence de cuivre, d'argent, d'or, etc. Donc il dirait par exemple une compagnie symphonia qui a un son, il faut désactiver le. Il dirait par exemple une compagnie de gravimétrie. Alors la gravimétrie, le paramètre que vous allez calculer en gravimétrie, c'est les densités. C'est les densités. Par exemple, quand c'est une anomalie de densité très très élevée, elle peut être due à la présence d'un dike où vous pouvez avoir de l'or, voilà, ou là des polymétaux. Donc l'anomalie de densité peut vous indiquer la présence soit de polymétaux ou de gisements d'argent ou là des gisements aurifères dans les meilleures conditions. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question tag. Oui, monsieur, très bien. Très bien, ok. Merci. Donc de rien, donc on continue. Donc là pour la densité, maintenant on va passer à la porosité. Donc le deuxième paramètre qui est étudié au cours de cette séance et au cours de ce chapitre de propriété physique des roches, c'est la porosité. La porosité, je fais un rappel, donc il y a une relation directe entre la densité et la porosité. Donc à partir de la densité, je peux évoluer ce paramètre de porosité. Mais avant de faire des calculs, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une porosité. Donc la porosité qui marche en c'est les pores. Et la porosité dans le cas de la géologie n'est pas statique. Dans le cas de la géologie, la porosité n'est pas statique parce que les roches se forment. Donc se forment dans des intervalles d'âge géologique. Les âges géologiques, ils peuvent être des âges très très longs, qui me fait le cas la formation de dépôts sédimentaires, la formation de bassins sédimentaires par exemple, le domaine de la géodynamique des bassins sédimentaires, ils peuvent être aussi, ces variations de porosité ou la formation ou la variation de porosité dans une roche peuvent être à courte échelle, par exemple, si je prends le cas d'un volcanisme. On va voir que dans le cas d'un volcanisme, on peut très bien distinguer ces variations de porosité ou ce qu'on appelle aussi l'effet dynamique. Vous pouvez le noter, l'effet dynamique de la porosité. La porosité, il faut le noter, elle n'est pas statique, mais chez Habsa, elle n'est pas statique, elle est dynamique. La porosité, il faut le dire. Un prélèvement un temps particulier, un forage, un prélèvement. La même zone des prélèvements, vous pouvez avoir
la même profondeur, le même niveau géologique des porosités qui ne sont pas égales. Ça peut être lié à des variations de porosité qui sont liées bien sûr à des phénomènes géologiques, soit à présence de fluides, soit à une tectonique, soit au séisme. Donc, les séismes peuvent faire varier la porosité d'une roche particulière. Une roche qui est compacte, elle va se fracturer, donc les fluides vont migrer, donc elle va changer, elle peut changer de porosité. Voilà. Donc, la porosité hadi, en général, pour une roche, pour une roche sédimentaire ou pour un niveau géologique, peuvent être divisées en deux. Donc, hadi, d'une manière grossière, après les choses peuvent être un petit peu plus complexes. On va plus à la loupe. Donc, vous avez la porosité primaire, l'oula. Donc, la porosité primaire, on l'a définie comme la porosité qui s'est formée pendant le dépôt du sédiment. Là, dites un exemple, Barka. C'est un exemple de formation de couches sédimentaires ou de bassins sédimentaires. Donc, elle s'est formée pendant le dépôt du sédiment. Le premier dépôt tel sédiment, c'est-à-dire au moment de la formation du sédiment, des sédiments. C'est une erreur de frappe, une erreur de tape, c'est au moment de la formation des sédiments. Voilà. Des sédiments avec un S ou du sédiment avec un T. Donc, vous corrigez les gens. Non? Donc, au moment de la formation du sédiment, donc, la couche va s'approprier une porosité. Vous avez une porosité secondaire. Donc, la porosité secondaire, c'est au moment de l'évolution de la couche sédimentaire ou votre bassin sédimentaire. Donc, la porosité secondaire, donc, une fois que la roche sédimentaire s'est formée, son pore déjà au départ, il y a comme une compaction, comme un dépôt de sédiments. Son pore, mais il y a des porosités faibles. Son pore, la porosité, elle est faible par rapport à l'évolution de la porosité de la couche sédimentaire. Donc, je vous fais un cas particulier. On a le cas où on a des dépôts sédimentaires associés à des variations de pression des pores liées à la migration de fluides, soit des nappes, soit du fluide, soit de l'eau, soit des hydrocarbures, soit des phénomènes volcaniques, etc. Donc, il va y avoir des réactions chimiques, bien sûr. Donc, vous avez un dépôt de sédiments, le malouel, et puis vous pouvez avoir une tectonique, vous allez avoir des tectoniques, vous allez avoir des réactions chimiques aussi liées au taux de compaction, parce que le sédiment est à mort. Vous avez beaucoup de matières organiques qui vont jouer à chaque fois que كيما كيتشعلوا النار باغ اكزومبل كيضربوا زوج كيما كتشوف في التلفزيون دي فوا كيضربوا زوج حجر هكذا يكونوا des frictions etc. تشعل النار. Donc des réactions chimiques qui vont faire qu'il y a des choses qui se passent. Donc tous ces phénomènes géologiques de dépôt, de compaction de sédiments, de tectonique, puisque la dynamique de la Terre aussi, la Terre n'est pas statique, elle est dynamique. Donc il y a des séismes, il y a donc des séismes qui vont faire que la roche sédimentaire perd de ses propriétés, des fluides qui vont migrer, des réactions chimiques liées aux bactériologiques. C'est un exemple, des réactions chimiques qui peuvent être liées aussi aux conditions de pression de température, la montée de fluides montés lictaniques. Donc il y a je crois qu'il y a tout un truc qui va faire que la roche va posséder une autre porosité secondaire, une porosité qui n'est pas la même que la première. Donc maintenant, la porosité totale que vous allez calculer en surface, que vous allez déduire, et l'histoire de la porosité de la couche sédimentaire. Donc la porosité totale, elle vous indique l'histoire de l'évolution soit le bassin sédimentaire ou la couche sédimentaire de par sa porosité. Donc, par sa porosité, comment a évolué ce bassin ou cette couche sédimentaire. Donc, cette porosité totale, fitée,
est égal tout simplement à la somme des deux. يعني واش تحسبوا انتم au total, c'est la somme des deux, c'est la porosité primaire plus la porosité secondaire. Voilà, donc il y a des roches qui peuvent être altérées par rapport à d'autres. Donc il y a des endroits peut-être qui sont plus altérés, où vous avez plus de porosité, même la même couche sédimentaire. Vous pouvez trouver une suite où vous avez la même couche sédimentaire des porosités qui varient. Donc vous allez déduire explicitement que ce n'est pas la même dynamique qui lie les deux niveaux sédimentaires. Voilà. Donc, la même, à peu près, la même histoire géologique, mais qui n'ont pas les mêmes conditions qui n'ont pas les mêmes conditions de formation. Voilà, de formation. Donc, il y a, vous voyez, s'il vous plaît, il faut atteindre les gens qui n'ont pas de نخليكها بالعادي mais نشوفوا شكون هذه صابرينا donc vous voyez que les conditions de formation d'un bassin sédimentaire peuvent être définies de par la porosité. Donc là, si vous avez une porosité qui varie, donc là vous êtes sur des bassins qui ont évolué. Les bassins sédimentaires évoluent au cours des temps géologiques. Donc là, c'est un autre exemple qui montre un petit peu comment, c'est un exemple plus réaliste, qui montre un petit peu comment peut évoluer une porosité dans un bassin sédimentaire. Donc là, le titre que j'ai donné à cette diaporama, c'est porosité secondaire assistée par les fluides. Donc là, le facteur qui, il n'est pas lié aux bactéries ou à d'autres conditions, à d'autres facteurs géologiques, mais le facteur principal qui va contribuer à la variation de la porosité de l'exemple, c'est ce qu'on appelle la poromécanique. La poroélasticité, les propriétés poroélastiques tel milieu et la mécanique aussi. Donc c'est les fluides. Si je suis plus explicite ou en plus simple, ce sont les fluides. Ce sont les fluides et la compaction, c'est-à-dire l'effet mécanique aussi. Donc là où je suis les gens, tout simplement, vous avez un niveau sédimentaire, vous avez du ciment, comme des particules solides, et vous avez ici une circulation de fluides au départ. Donc vous avez le fluide qui circule, donc il n'y a pas de problème. Donc le fluide il circule donc le niveau est les vides, voilà, en termes de porosité, donc les vides sont connectés entre eux, donc le fluide, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous avez, ça c'est de la cimentation pré-compaction, mais si vous avez par exemple, c'est pré-compaction là, à le niveau, mais si vous avez de la compaction de la cimentation, c'est-à-dire la compaction a un effet soit gravitaire ou un effet soit d'un séisme par exemple, vous avez une contrainte appliquée à le niveau sédimentaire, ou du sédiment en plus, du sédiment associé par exemple au phénomène de dépôt sédimentaire lié soit à l'érosion ou à d'autres phénomènes géologiques. Donc le sédiment en plus l'hygiène va faire que cette couche va se compacter. Cette couche va se compacter puisqu'il y a des fluides ou puisque aussi les couches se compactent à des niveaux en profondeur, c'est-à-dire à des niveaux de pression et de température qui ne sont pas semblables à ceux en surface, mais qui ont l'expérience en surface. Donc ces conditions vont faire que les deux grains, par exemple, c'est un exemple, les deux grains vont se souder en quelque sorte. Donc vous avez du quartz qui va se former. Donc vous avez des dépôts de quartz. Et ces dépôts de quartz, de silice, etc., vont faire que cette partie… Monsieur, c'est comme un ciment.
Qui met un ciment, qui met un ciment. Très bien, qui met un ciment. Tout simplement, qui met un ciment. À la base, c'est cimentation. Donc, le quartz va jouer le rôle de ciment, en quelque sorte. Donc, le quartz va, les particules de quartz vont souder parce que ces particules, là, on parle de phénomènes microscopiques, donc va souder ces deux grains. Et lorsque le quartz va souder ces deux grains, donc la porosité, quand tu vois par exemple, la porosité ici, تبدل هنا في هذا الكا la porosité n'augmente pas mais diminue في هذا le cas. Donc elle varie. علاش قلت لكم مع الاول quand des phénomènes particuliers elles peuvent augmenter, d'autres phénomènes elle peut diminuer. Elle peut diminuer, mais la pression des pores peut évoluer, peut augmenter. هنا la pression des pores هنايا la pression هنايا le fluide هنايا donc il va créer une pression des pores مع الوقت. Donc cette pression des pores مع الوقت des fois تقدر تلحق à un niveau ce qu'on appelle des niveaux lithostatiques. Elle peut casser la barrière, ce qu'on appelle une barrière imperméable. Donc le soudage هنا va faire que le fluide يتحجر هنا ما يفوتش et qui ما يفوتش يزيد t'accumuler, ce qui fait que vous pouvez être en présence هنا في هذا le cas d'un réservoir مع الوقت sur des temps géologiques, bien sûr, on peut être en présence d'un réservoir d'hydrocarbures. Bien sûr, le réservoir, il faut qu'il soit alimenté. C'est un cas. Le Kenchoufana, il n'est pas alimenté. Mais des fois, il y a comme des ouvertures qui fait que le fluide migre et que la couche, la roche, le niveau sédimentaire s'alimente par des hydrocarbures et مع الوقت يولي un potentiel réservoir d'hydrocarbures. Donc c'est les silices précipités. Vous avez les particules de quartz, vous avez aussi c'est les conditions chimiques. Vous avez des réactions chimiques qui vont faire que vous avez du précipité de silice donc qui se dépose au niveau des contacts entre ces deux grains. Donc هنايا واش كتب لكم les fluides qui sont là en résumé un petit peu les fluides انا واش حبيت نقول لكم les gens faites attention, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'évolution de porosité, elle peut être positive comme elle peut être négative, donc faites attention à ça. Des cas où elle peut être positive, d'autres cas elle peut augmenter, d'autres cas elle peut diminuer, donc ça dépend où vous êtes. Les fluides quand ils migrent من جهه لجهه donc الجهه اللي يروحوا ليها la porosité va augmenter et le جهه اللي يخلوها donc vous aurez du compaction, donc vous avez du vide, donc ils vont créer du vide, donc donc vous aurez de la compaction et là la porosité va diminuer. Donc faites attention à ce terme. Je préfère vous parler des termes d'évolution de porosité. Donc la porosité totale est égale à la porosité primaire plus la porosité secondaire. Cette porosité secondaire, en gros, elle peut être plus élevée que la porosité primaire ou moins élevée. Maintenant, sauf si on parle de si on suppose qu'au moment de la formation du bassin sédimentaire, la porosité elle est nulle. Et là, on elle est nulle, la porosité elle va évoluer. Mais la différence entre deux temps géologiques, par exemple, le Miocène, le Pliocène ou l'Albien, l'Aptien. Donc là, vous pouvez avoir des variations, de porosité qui peuvent être négatives. Donc faites attention à ça. Donc le terme de porosité, voilà. Il peut évoluer positivement ou négativement, ça dépend où la définition de la couche géologique. Soit au moment de la formation, vous supposez que au moment de la formation d'une couche géologique particulière, la porosité elle est nulle. Au moment de la formation, nulle ou très très faible. Voilà, vous avez des altérations, vous avez des séismes, des fluides qui migrent, du volcanisme, du métamorphisme qui vont faire que la porosité va évoluer en positif. Donc là,
وش كتبت لكم هنا قلت لكم les fluides qui circulent dans c'est un cas, c'est l'un des cas. Donc vous avez les fluides qui circulent dans le sédiment, précipitent les produits chimiques. Donc il y a des réactions chimiques qui vont faire que vous aurez du précipité de silice et qui viennent souder l'ensemble des particules. Donc vous avez le précipité de silice mais les particules de quartz. Donc là, le phénomène va faire que ces particules se soudent et donc la porosité va varier. La porosité, la perméabilité aussi. On va voir le paramètre de perméabilité. La perméabilité aussi va varier. Va être aussi couplé aux variations de porosité. Donc, l'exemple c'est l'exemple de la calcite qui précipite sur les particules. Donc, c'est la calcite qui se précipite, ou la silice qui finit sur les particules d'un sable et qui finit par souder ces dernières ensemble. Donc, vous avez un phénomène de cimentation, de soudage qui fait. Donc, c'est les minéraux qui soudent les bords du grain. Et vous avez la compaction du sédiment aussi. Donc, le sédiment se compacte mal le soudage. Lors de la compaction et de la réaction chimique, donc c'est la compaction, c'est l'effet mécanique et chimique. Donc, l'effet mécanique et chimique vont faire que le sédiment se compacte et que le matériel géologique, le sédiment ne laissera pas circuler le fluide. Va diminuer la mobilité du fluide. Donc, il va être en quelque sorte apte à évoluer en réservoir. Donc, il va devenir d'un milieu qui est imperméable, qui est perméable, pardon. Donc, il laisse circuler le fluide dans un milieu imperméable, c'est-à-dire que donc, cette barrière perméable qui va être créée va permettre l'accumulation de fluide. Donc, ça peut être de l'eau, des réservoirs ça peut être de l'eau, voilà, une nappe qui se forme, ça peut être aussi généralement des hydrocarbures, généralement pas d'hydrocarbures, peut-être des réservoirs d'hydrocarbures ou de gaz tel. Le gaz est un fluide. Alors le gaz est un fluide qui possède une viscosité différente à celle de l'eau et du pétrole ou là des hydrocarbures. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, les jeunes? Est-ce que vous avez des questions? Donc, la dernière fois, en présentiel, donc juste, donc apparemment, il n'y a pas de questions. Okay. Les jeunes, ma question. Est-ce que vous avez des questions, les jeunes? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur. Oui? Non? Pas de question, monsieur. Pas de question, très bien. Très bien, donc on continue. Donc là, l'exemple-là, c'est un autre exemple. C'est l'exemple de volcanisme. Donc là, on ne parle pas de formation de bassins sédimentaires. Donc là, on n'est pas sur des échelles géologiques très très larges, mais là, on va parler de variation de porosité sur des échelles géologiques très très courtes. Donc là, l'exemple que je vous donne, c'est l'exemple du volcan d'Emrapi, l'île de Java, en Indonésie. Donc ce volcan, il est situé au nord de la ville de Yogyakarta, donc au nord de l'Indonésie. Donc c'est l'Indonésie. Les phénomènes de volcanisme de l'Indonésie sont liés aussi à une tectonique. Donc là, vous avez des régions, vous avez de larges séismes, par exemple le séisme de Sumatra. Donc, vous avez des zones où vous avez de larges séismes qui peuvent être associés à de larges tsunamis aussi. Et aussi, donc, les séismes sont liés à des contextes tectoniques particuliers, ce qu'on appelle les zones de subduction. Donc, vous avez des plaques océaniques qui subductent, plongées, de par leur densité. La plaque océanique, des plaques océaniques qui sont très très denses, qui subduquent sur les plaques continentales, parce que la densité de la plaque océanique est bien à la plaque continentale. Est-ce que quelqu'un a une idée sur la densité de la plaque océanique?
la croûte océanique. On parle plutôt de croûte océanique. De 10 à 15, c'est ça? Là, océanique, انتبهوا noyau رانا في 3,3 très bien 3 هكذاك à peu près. Donc 3 عندكم la plaque continentale qui est de 2,6. Bien sûr, mais subductif. Monsieur, j'ai 2,7. لا تقدر تلحق ل 3 تقدر تلحق 2,7 انا في الكونتينون 2,7 2,6 2,7 انا في الكونتينون. Mais la plaque océanique, la croûte océanique, elle est de 3 à peu près. À peu près. Elle est à peu près de 2,9 حتى ل 3. 2,9 حتى ل 3. Ça dépend de la teneur en ciment. C'est là en silicium magnésium normalement. Si je ne me trompe pas. Ça dépend de sa teneur. Donc la densité de la croûte océanique, elle est généralement de 3, à peu près 3. Si je ne me trompe pas. Donc, normalement, elle est de 3. Oui, 2,9. Donc, 2,9,3. Donc 2,9,3. Donc, donc, en moyenne, on la donne à, je ne sais pas à peu près comment on la donne. En moyenne, on la donne à 2,9. Mais on peut la modéliser à des valeurs qui sont égales à 3. Donc 3, donc par rapport à 2,7, donc là, elle est plus dense. C'est que la croûte océanique subducte. Mais je vais subducte par Hagdaberg. L'une des causes est sa densité qui est plus élevée que la densité continentale. Il y a des malaches dans des endroits où on a des collisions. Okay, c'est une collision entre les deux, mais ce qu'on appelle des subductions. Donc elle subducte. Aussi, il y a aussi la mécanique aussi, les contraintes qui vont jouer un rôle. Donc là, on est sur des zones de compression et des conditions favorables à la subduction. Donc vous avez des conditions, vous avez des contraintes très très élevées en profondeur, des contraintes de compression. Et la plaque océanique, au lieu d'entrer en collision avec la plaque continentale, et de par sa densité, elle va subducter. Le même phénomène technique que tu vois les jeunes, par exemple, en tant que géologue, dans le domaine des flinches, le domaine des nappes de charriage. Les nappes de charriage, c'est la même chose aussi. Comme des nappes de charriage qui vont migrer vers le bas. De par la gravité, vous avez des nappes qui vont charrier en profondeur. Et les nappes de charriage seraient à des niveaux géologiques de l'ordre kilométrique. À des kilomètres de profondeur, vous pouvez trouver des nappes de charriage qui sont charriées en profondeur. De par la gravité, de par la tectonique aussi. De par la tectonique, généralement, c'est ce qu'on appelle la tectonique en compression. Donc là, nous allons lire comme les zones de subduction. Les zones de subduction, c'est des zones où vous avez de larges séismes, où vous avez les séismes les plus larges, voilà, enregistrés sur la planète. Des séismes qui peuvent même dépasser les 9, des magnitudes de 9, qui met le séisme de Chili en 1960, qui met le séisme de Sumatra, l'Indonésie, qui est le 9, à peu près 9,2, et aussi le séisme, le dernier séisme au Japon, Tokyo, donc il est des magnitudes avoisinant les 9. Voilà. Donc généralement, les séismes de 9, ces domaines sont associés à de forts tsunamis. Voilà, les tsunamis ravageurs aussi. Donc, les séismes, comme les tsunamis thermiques. Et ces phénomènes on ne va pas s'intéresser à la sismologie. Surtout Merci le partage 2. Le partage, moi, que je trouve. Non, monsieur, راهو flou. فلو نعاودوا نيوشر فوالا ودك هاكو تشوفوه maintenant. Ok, je vais, voilà, et je vais refaire le truc. C'est flou, hein.
Saada, donc c'est flou. C'est flou. Donc, je vais essayer de refaire le. Voilà. Au PowerPoint, etc. Très rare que les gens, comme ça, n'auraient pas de problème. Ben, à voir le. Non. Monsieur, vous allez nous envoyer le PDF. بعت لكم البي دي اف تاع الكره هذا بعت لكم على عندكم البي دي اف تاع الكره هذا البي دي اف بعثوا لكم مع لي ديليغي Oui, monsieur. بعثوا مع الديليغي دونك يا با بروبليم d'accord. مع الديليغي يعطيكم لو بي دي اف بعثوا البي دي اف اللي كومبلي سي لو ميم ماشي مبدل فوالا فوالا Voilà, présentation fonctionne très bien. Voilà, voilà. Normalement, maintenant, il n'y a pas de problème. Vous arrivez à voir, normalement. C'est encore pire, monsieur. Encore pire, hein. Encore pire. وهكذا تشوفوا. Non, monsieur, on voit rien. C'est flou et mettre plus le diapo. C'est flou, ok, ok, ok. Mais là, ça peut être dû à une mauvaise connexion. Là-bas, quoi. Ça peut être dû à une mauvaise connexion. Je vais essayer de voir un petit peu. Les autres, je vais essayer une autre connexion. Vous me le dites, hein. Vous me dites les jeunes. Hein. Et maintenant, est-ce que c'est mieux? Non, monsieur. كيف ها؟ كيف كيف هوب. monsieur إذا ما كاش واحد يدير بارطاج. sinon quelqu'un fait le partage, oui. يتسقمت شويه. تقول شويه لا كونيكسيون على بالكم سمحوا لي لي جون باسكو عندي كونيكسيون وحده الجيري تيليكوم عندي لا دي اس ال ماشي فيبر اوبتيك تسمى السيستم القديم من داك تكوبا دونك زدت لها دوك درت الاخرى درت اريد وي لا diapo راهي حبسه وما عرفتش تمشي. لا ماشي نمشي انا ماشي نمشي فيها هكذا نمشي لا ماشي نمشي راني في الفولكان راني هنايا توجور راني في لا ميم ديابو. Ça va, par exemple, si je change de diapo, est-ce que vous arrivez à voir qui me dit la diapo? On voit, mais c'est flou. ما نشوفوش الكتيبة et tout. Oh. ما تشوفوش الكتيبة؟ En tout cas, c'est mieux là maintenant. C'est mieux على مقبل. OK. Mais la connexion, le problème يا شيخ بالك كي تكبر نقراو هكذا وانتم اللي كتقدروا تشوفوا في الاخر تاعكم سي لي ميم كيما اسمه sauf si vous voulez الا حبيتوا واحد يبارطاجي l'écran يبارطاجيها. Vous voulez qu'on essaye? Si quelqu'un peut partager, ونشوفوا انا je vais vous expliquer le. Vous avez هنايا si vous voulez on peut essayer hein. Je m'excuse parce que c'est le problème de c'est l'aléa تاع اسمه تاع internet donc c'est هذا هو l'aléa تاع الديريكت. Donc est-ce que les jeunes vous voulez que quelqu'un qui a une bonne connexion partage le monsieur هي راهي مليحه بزاف دوكا. خلاص très bien la connexion هاي مليحه خلاص سي بون مالا دونك نكملوا. انا جو فوا ريان. ولا انت لا كونيكسيون عندك
إذا ما تشوفش. شيخ ماهيش تبوجي لا سوري باش نشوف إذا سي بون راهو الابلود ملاح. Très bien, même son تاعك راه نسمعو مليح. Donc c'est le problème de connexion. على بالك هما ماهوش في فوالا. دونك سيرتو مع الشتا شيخ. مع الشتا فوالا. كونيكسيون تولي ماشي مليحة. تولي ماشي مليحة وي. دونك سمحوا لي برك دقيقة برك. بالنسبة علاش خلاص فوالا. دونك نكملوا هنايا. دونك الحاجه اللي لي جون لا chose qui est remarquable, on ne va pas parler de séisme. Bien sûr, les séismes c'est l'un des phénomènes majeurs liés à la mécanique des zones de subduction, donc liés à ces phénomènes tectoniques ou géologiques. Mais l'autre phénomène aussi qui est très remarquable les zones de subduction, c'est le volcanisme. Donc vous avez une plaque océanique qui subdue, le manteau يجبدها ثاني من بعد, parce que vous avez des contraintes énormes, vous avez des forces énormes qui vont faire que le manteau يزيد يكمل يجبد في الاخر, des phénomènes de fusion, etc. Des fusions et des fissions ثاني. Donc vous avez après oui je m'excuse mais انا ماشي نسمع فيك, سمحي لي. Donc si vous pouvez refaire le les jeunes ماشي نسمع فيكم, سمحوا لي. شيخ حنا رانا نسمعو فيك نورمال. très bien. Mais là هي البروبليم تاعها هي برك. البروبليم عندها il faut qu'elle règle le truc. ولا نقول لك راني j'enregistre la séance, il y a pas de problème les gens. moi la séance نبعث لكم لي ليها. نديرو سواء نديرو في لاشين تاعنا نعاودو نديرو لاشين نحلو ينوض فناتر, سواء نبعث لكم ديريكتومون في un hébergeur de fichiers. نبعث لكم un lien où vous pouvez télécharger les vidéos. Donc si je continue, donc vous avez du volcanisme qui est associé au phénomène aux zones de subduction. Donc vous avez les séismes, mais vous avez aussi les larges séismes, mais vous avez aussi l'apparition de phénomènes volcaniques très très intenses. Voilà. Parce qu'il y a comme des fluides qui migrent le manteau à la surface, et puisque vous avez la croûte continentale, comme des zones où vous avez des hétérogénéités, comme les mêmes propriétés physiques partout, ce qui fait qu'à un certain endroit, vous avez des accumulations, des barrières imperméables ils vont faire que le fluide magmatique s'accumule, donc ça va créer des chambres magmatiques. La pression va évoluer aussi, elle va augmenter. À un certain moment, la pression كبيرة بزاف, donc vous aurez l'apparition du volcan en surface. Donc là, on va voir comment évolue la porosité lors d'un phénomène volcanique. On a choisi ce cas parce que les cas de volcanisme, c'est des cas très remarquables qui est très pertinent, qui vous montre un petit peu la variation d'une roche sédimentaire. Comment évolue par exemple une roche, la variation de la porosité d'une roche sédimentaire au moment d'un phénomène géologique particulier qui est dans ce cas le volcan ou là le volcanisme. Donc le volcanisme, vous avez un volcanisme qui peut se définir en trois étapes majeures. Bien sûr, les étapes c'est des étapes majeures, mais vous avez des choses qui se passent à l'intermédiaire de ces trois étapes principales. Donc là, pardon, c'est parce que je vais muter Nihad, je vais la muter. Voilà, parce que je ne peux pas muter.
كاين هضره فوالا نهار s'il vous plaît كاين واحد الصوت تاع طفل صغير دونك voilà très bien donc maintenant il y a pas de donc là vous avez les trois étapes majeures lors de la formation d'un volcan donc là يعني d'une manière grossière donc ça c'est un papier تاع HIPEOL donc qui est paru Nature en 2019 donc هذا HIP c'est un collègue de l'université de Strasbourg qui travaille sur les volcans. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un volcanologue. Donc il travaille sur les problèmes de volcans et les problèmes de poroélasticité. Sur tout ce qui concerne les migrations de fluides liées au phénomène de volcanisme. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le volcan Hada, le volcan Théamrapi, vous avez trois étapes principales. Donc l'étape première est la migration du fluide du bas vers le haut, la chambre magmatique de la surface. Donc vous avez le fluide qui va migrer. Donc le fluide qui migre, donc il va fracturer la roche Takom. Ça, qui met la fracturation hydraulique au niveau du domaine pétrolier. Donc ça va fracturer la roche. Donc ça va ouvrir les fractures. Donc ça va créer ce qu'on appelle des fractures normales. Voilà. Il y a des fontes en tension, il y a des veines. Donc, ça va créer des fractures en open, des fractures normales. Voilà. Donc, ça va ouvrir les fractures. Donc, là, l'étape deuxième. Donc, vous avez aussi des outgassing. Donc, cette ouverture de fracture donc, va créer du dégazage. Donc, vous avez du gaz qui va se dégager. Parce qu'un niveau à une certaine température, un niveau avec des conditions de température initiale qui sont de l'ordre de T, et puis la migration des fluides va faire que les conditions de température qui طيبوا الماكله تسخنوا الماكله donc avec يشغل يسخن شويه يسخن la roche هذيك donc vous avez du outgassing donc vous avez des conditions de température qui vont varier de T à plus delta T liées à la migration du magma. Et puis, le deuxième cas, il est très très intéressant. Le deuxième cas, vous avez ce qu'on appelle des réactions chimiques qui vont se produire. Donc, ces réactions chimiques vont faire que la porosité et la perméabilité à la zone à la couche sédimentaire va évoluer. Voilà. Donc, elle va évoluer drastiquement. C'est des conditions très rapides. Donc, l'évolution de porosité et de la perméabilité va être très rapide. Donc, vous avez de l'altération. Donc, vous avez des réactions chimiques. Donc, la roche va être altérée, du sealing and pressurization stage, donc de la variation de la pression des pores qui va se produire. Cette variation va augmenter à l'âge parce que, tout simplement, le fluide, il migre, donc les fractures. Donc, les fractures vont s'ouvrir au départ, mais le fait que, par exemple, elle contient de l'eau, d'autres fluides et d'autres réactions chimiques, donc ces réactions chimiques, ils vont faire que les problèmes de compaction, donc ça va souder des fractures. Donc rapidement, elle se soude. Donc peut-être qu'il y aura du dépôt de minéraux aussi, donc la minéralisation qui va se former. Et les fractures, les canaux au départ perméables vont devenir imperméables. Donc ils vont jouer le rôle de barrière. Donc, fracture cible, maintenant, la fracture va se fermer, donc elle va se souder. Donc peut-être à cause de réactions chimiques, de précipités qui mettent donc des choses qui vont faire que les fractures vont se souder. Qui soude les fractures, donc le fluide est parce que le fluide donc le fluide il est dynamique, donc il vient d'une chambre magmatique des fois qui est liée aussi à des phénomènes beaucoup plus profonds. Donc le fluide va continuer à chercher à migrer vers le haut et vous avez une barrière perméable qui l'empêche de migrer et au cours de cette étape, la pression des pores va évoluer, va augmenter d'une manière très très remarquable. Donc la pression des pores peut
peut basculer d'un niveau, ce qu'on appelle les niveaux hydrostatiques, vers un niveau lithostatique. Elle va augmenter, elle peut augmenter d'une manière exponentielle hein, sur des périodes, sur des échelles de temps très très courtes par rapport aux conditions d'évolution de la pression des pores dans le domaine de la migration des fluides dans les bassins sédimentaires. Donc là, la pression des pores va augmenter, elle augmente rapidement, d'une manière exponentielle. Elle dit bzaf. Donc, il y a un certain moment, la pression des pores la barrière imperméable et cette barrière va se casser et puis vous avez du fluide qui migre en surface sous forme d'un volcanisme intense. L'explosion, ça veut dire un volcanisme intense. Donc, sans fracture open. Donc là, au cours de l'explosion volcanique, vous avez aussi d'autres fractures qui vont se former. C'est pour ça que des fois, par exemple, les phénomènes de volcans, les derniers volcans, Las Palmas, ou l'Islande, ou d'autres régions qui m'ont fait le Congo botanique, qui m'ont fait le Congo, si on parle de cratons africains. Donc là, les phénomènes à généralement sont associés aussi à des séismes. Il y a des ISRA ou des séismes. Pourquoi? Parce que les fractures radio, des fois, c'est des grosses fractures qui se forment. Donc, les grosses fractures vont provoquer des séismes qui peuvent être ressentis par la population. Donc, vous aurez du volcanisme et aussi de la sismicité aussi induite par la migration du fluide volcanique. Donc maintenant, si on revient à Hanaya, donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc l'équipe de recherche, ils ont tout simplement, pris des échantillons de roches. C'est que déjà des prélèvements d'échantillons sur des forages à Hanaya, à côté du volcan, des forages, des carottes, des échantillons de roches, une carotte, et puis ils ont pris une carotte avant le volcan, et pendant le volcan, donc ils ont pris des échantillons aussi, le même niveau, et ils ont pris aussi des échantillons après le volcan, après l'explosion. Donc là, ils ont analysé tout cela en laboratoire, donc c'est ce que vous voyez ici. Et là, on voit sur les mêmes niveaux géologiques, sur les mêmes niveaux de couches, sur la même couche, des variations de porosité. Donc là, c'est la porosité au cours de l'altération, au cours du phénomène volcanique. Voilà, l'altération due à l'émigration du fluide volcanique ou la montée vers le haut. Donc là, par exemple, la zone non altérée, donc avant le passage lors de la migration du fluide, donc avant la création de la barrière imperméable, avant l'élévation de la pression des pores. Donc là on voit que c'est avant le phénomène volcanique, une équipe avant lorsque le fluide a commencé à migrer vers la surface, des profondeurs, de la chambre magmatique vers la surface. Donc là, on voit, au cours de ce temps géologique lié à ce volcan, on voit au fait qu'il y avait des indices qui prédisaient l'apparition de ce volcan, qui peuvent donner des repères, qui peuvent donner des indices plutôt, et dire aux scientifiques, hop, là on est sur un phénomène volcanique qui peut être traduit par du volcanisme intense. Là on le voit. Alors vous avez du... Eh oui. نديرك تفتح شهية نحيتك هاي فوالا دونك انت تشوف تلفزيون ديرك ندير خوني راه مبرونشي مع اسمه
Donc là, vous avez d'abord de la porosité qui est très basse. Donc là, avant une porosité primaire, comme une porosité primaire, donc low porosité. Et puis, une porosité qui va évoluer. Donc, le fluide a la zone étudiée. Donc, les porosités médium. Donc là, la porosité elle est en train d'augmenter. Donc, le fluide commence à apparaître la zone tana. Donc, il migre du bas vers le haut. Et là, vous avez des high porosité. C'est-à-dire là, la roche va contenir du fluide magmatique. Donc, la porosité va s'élever et donc elle va être capable d'absorber une quantité de fluide ou d'un volume de fluide assez élevé. Et puis, vous avez soudainement de l'altération. Donc, c'est une altération qui peut être liée à ce qu'on appelle une altération qui peut être liée à des phénomènes hydriques, à la présence aussi de fluide météorique, qui peut être lié aussi à une hétérogénéité dans la roche qui va faire que des réactions chimiques se passent et puis une barrière du précipité qui se forme, de la minéralisation qui se forme, voilà, qui va souder les parois du grain, qui va souder les grains, et donc qui va faire varier la granulométrie, le niveau takoum. Et puis, cette barrière, puis une barrière, de par ces réactions chimiques ou physico-chimiques, donc chimique et physique, physico-chimique, donc une barrière imperméable va se former. Et là, lorsque la barrière imperméable va se former, là c'est la zone altérée. Donc là, la barrière s'est formée. Et lorsque la barrière imperméable se forme, donc bien sûr, on passe d'une porosité élevée vers une porosité qui est très basse. La couche, cette couche, ce volume rocheux va devenir imperméable, low porosité. Donc là, et l'altération, elle continue, donc elle est très. C'est-à-dire que maintenant les phénomènes physico-chimiques sont très intenses. Donc la barrière imperméable va se solidifier, donc elle ne va pas laisser le fluide migrer vers le haut, mais puisque le fluide tannique il est couplé à un réservoir qui est plus important vers le bas, à des conditions techniques de contraintes, de pression qui sont très élevées. Donc, le fluide va essayer de migrer. La barrière mais à un certain moment, la variation de porosité va varier directement. La pression des pores augmente d'une manière exponentielle. Donc, la roche va passer d'une roche très peu poreuse à une roche très poreuse. Voilà, à une roche à une porosité très élevée. Donc là, la variation elle est brusque, mais comme c'est un phénomène intermédiaire qui m'en voilà, un phénomène médium, c'est un phénomène intermédiaire. Donc, et puis vous avez une explosion. Voilà. Donc le fait de passer du low vers le high, donc fait que vous avez se traduit par une explosion volcanique, c'est-à-dire un phénomène de volcanisme intense. Voilà. Donc là aussi, la même chose. Donc on parle de porosité, mais on parle aussi de perméabilité, puisque c'est des fluides. C'est un fluide qui migre. Donc la roche, la barrière imperméable, elle se forme, donc elle ne laisse pas passer le fluide. Mais à un certain moment, elle se casse. Voilà, elle se casse, donc d'autres fractures se forment. Et ce niveau va devenir un niveau perméable. Donc qui va laisser passer le fluide, avec aussi des phénomènes physico-chimiques qui vont faire que vous avez de la cristallisation du minéral qui se forme. Donc c'est pour ça que la roche va changer de couleur, des fois des minéraux rares. Donc des fois la cristallisation va donner lieu à des couleurs très intenses. Et puis vous avez du fluide qui migre vers le haut et là vous avez ce qu'on appelle des éruptions volcaniques de type explosif. Voilà. Donc là on vous dit que la perméabilité de ces roches est réduite. Elle est réduite, la perméabilité. Elle est réduite. D'une roche perméable à une roche peu perméable, maintenant moins poreuse. Donc, la barrière
imperméable se forme. Et puis, à un certain moment, la barrière imperméable avec le parce que les conditions de pression et surtout de pression sont très, très élevées. Donc, la variation de pression des pores, elle augmente. Et à un certain moment, elle atteint des niveaux qui vont faire que cette barrière va se casser de par l'évolution de cette pression des pores. Voilà, à cause de l'évolution de la pression des pores. Donc, ce qui peut provoquer une suppression de gaz sous les sommets et les éruptions. Donc, cette variation de pression des pores liée au piégeage le fluide visqueux va faire qu'à un certain moment, ça va se casser et vous aurez des éruptions explosives. C'est-à-dire, on passera là du niveau de porosité très, 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 très faible à un niveau de porosité très, très élevé. Voilà. Donc là, pour ces deux diapos, ou pour cet exemple. Donc, avant de passer à autre chose, je vous demande est-ce que vous arrivez à comprendre ces diapos? Parce qu'il y a des questions par rapport à ça. Surtout pour les gens, les canaux معايا في اسبوع, il n'y a pas de problème. Les canaux معايا normalement en présentiel, les cours donc ça, ce n'est que du bénéfice. C'est un rappel à ce qu'on a fait la dernière fois, mais il y a des groupes qui n'ont pas fait ça avec moi. Donc si vous avez des questions, je suis bien sûr disposé à y répondre. Voilà. Donc les jeunes, il a des questions. Si vous avez des questions, vous détachez le micro et vous posez vos questions. Non, monsieur, c'est clair. Très bien, très bien. Très bien. Donc, puisque c'est clair, on continue. Donc, maintenant, on parle de connexion. Donc, on vous dit que les ports peuvent être connectés comme peuvent ne pas l'être. Donc, les cas où lorsque les ports ne peuvent pas être connectés, donc le fluide ne va pas migrer. Mais lorsque les ports sont connectés, كيما اللابيران تاعكم كي تكونوا في اللابيران تمشوا. Si vous avez une connexion entre vous تعرفوا تمشوا مليح في اللابيران تروحوا لي زوندرو وشاك فيد اللي كونيكتي تقدروا تخرجوا. لو كان في اللابيران تروحوا للجهه وين كاين un mur ou là, donc vous n'avez pas une connexion avec l'autre partie, donc vous ne pouvez pas sortir. Donc c'est ce qui se passe. Donc le fluide, lorsque les pores ne sont pas connectés, donc la porosité elle est minime. Donc ce qui fait que le fluide est piégé par cette barrière imperméable qui s'est formée. Donc une barrière imperméable qui veut dire qu'on est en face à une barrière ou un domaine qui a évolué en termes de porosité. Donc, voilà. D'une porosité élevée à une porosité qui est des fois très très faible. Voilà. Donc, on vous le dit ici, pour que les fluides puissent passer dans l'ensemble de voies, il faut que ces pores soient connectés entre eux. Tout simplement, c'est ce que je viens de dire. Et vous avez la porosité efficace. Donc là, on va parler de notion de porosité efficace. C'est ce qui nous intéresse le plus. Cette porosité efficace, la porosité efficace. Donc cette porosité efficace, ou la porosité effective, donc c'est les deux appellations. Hein. Des fois, on l'appelle porosité efficace, des fois, on l'appelle aussi porosité effective. Donc cette porosité effective est égale au rapport du volume total des vides sur le volume total de la roche. Donc c'est le rapport entre les deux. Donc les vides, c'est les vides interconnectés. Hein. C'est des vides interconnectés. Donc à chaque fois que la porosité effective elle est élevée, donc la roche laisse mieux circuler le fluide. Donc maintenant, si je veux comparer entre la porosité effective et en ce moment, au moment de faire l'échantillonnage ou cette montée géologique et la porosité totale, déjà je te vois,
Le phénomène du volcanisme, déjà vous voyez, la porosité varie si vous supposez qu'avant le volcan, c'était une porosité primaire, comment ça varie d'une porosité très très faible à une porosité élevée. Donc, la variation ماشي تروح وسمو تقدر تكون sur plusieurs étapes. تقدر تروح تزيد تنقص زيد médium تنقص etc. Donc ça vous voyez que les phénomènes géologiques c'est des phénomènes plus complexes. ما عندكمش de porosité primaire plus porosité secondaire. Donc il y a entre les deux, il y a des choses qui se passent, voilà. Il y a des phénomènes qui se passent, donc il y a des altérations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là on a pris l'exemple du volcan des Indes rapides. Donc, c'est un exemple pour des variations de porosité à petite échelle, mais vous pouvez prendre aussi des exemples, les formations de bassins sédimentaires ou la migration des fluides, la migration des hydrocarbures dans des bassins sédimentaires. Donc là, les phénomènes sont plus lents, sont plus lents, et l'évolution de la porosité, elle est plus lente aussi. Voilà. Elle prend beaucoup plus de temps à progresser. Donc là, si je veux comparer entre la porosité effective et la porosité totale, donc la porosité totale qui est égale à la porosité primaire plus la porosité secondaire totale. Donc là, c'est une question qu'on vous pose, quelle est la porosité la plus large et justifiée. Donc ça, c'est en quelque sorte un exercice qu'on donne à l'examen. Donc à partir de ce tableau, vous pouvez à peu près apprécier les niveaux de porosité. Par exemple, si je prends par exemple ici les niveaux de porosité efficace ou effective, on le voit ici, on voit que cette porosité effective, la porosité effective, elle diminue. Elle diminue en fonction des types de sédiments. Donc, les graviers moyens, sable gros, sable moyen. Donc, par exemple, les graviers moyens ont un diamètre de grain, la taille des grains de 2,5, une porosité totale de 45%. Donc, la porosité efficace de 40%. Déjà, c'est pour les essais de laboratoire. Il faut comprendre, parce que dans le domaine de la géologie, on ne trouve pas ces gammes de porosité. La géologie, c'est le gravier qui m'a fait un gravier. Qui m'a dit de chanter ou la gravier. C'est le gravier maltéré, c'est le gravier des minéraux, c'est le qui vont faire que la couche elle aura une certaine dominante de gravier, par exemple, là, de sable, là, de grès, etc. Voilà. Donc là, les graviers, déjà, le gravier, le matériel, en termes de gravier. Donc, on peut le prendre comme des mots, mais généralement, le gravier, les sédiments sont associés à autre chose aussi. Donc, on a le gravier, par exemple, a un diamètre de 2,5. Donc, le diamètre, donc c'est 2,5 mm. Donc, on est sur des grains graviers, on a une porosité totale qui est de 45% et une porosité efficace qui est de 40%. Donc, ma palterage, la porosité efficace, elle est à peu près égale à sa porosité totale. Une autre remarque, c'est que la perméabilité, elle est en centimètres carrés. Des fois, on la donne soit en mètres carrés ou là en centimètres carrés. La perméabilité elle est de 3, 10 puissance moins 1 cm². Voilà. Centimètre carré. Et puis, donc là, le gravier, de par son diamètre et de par sa porosité efficace, il est très perméable. Donc, il laisse circuler le fluide, l'eau. Donc, il laisse circuler le gravier, il laisse circuler l'eau. Voilà. Et l'évolution de la porosité, donc au cours des osmos, donc il ne s'altère pas beaucoup. ماشي كيما les roches اللي شفناهم قبل، ماشي كيما les faits كيما الفينومين du volcanisme، كيما la zone rocheuse اللي شفناها في l'exemple تاع الفولكان تاع امغابي، كيما تانيك l'évolution des roches en profondeur في الباسsin sédimentaire تاعكم، les roches soit qui contiennent du sable, qui contiennent des argiles, etc. Donc là, l'évolution elle est plus remarquable. Voilà. Donc là, pour les graviers moyens, وعندكم تانيك les sables تانيك. Donc les sables هنا on est dans une autre dimension, donc on entre sur des diamètres plus faibles. Donc les sables gros aussi, on voit que le diamètre il est beaucoup plus faible que les graviers. Vous avez une porosité aussi qui est plus faible, une porosité efficace aussi qui est plus faible.
Et vous avez les sables moyens, sables fins, silt argileux, argile, etc. Donc là, vous avez le diamètre et là, vous pouvez comparer. الحاجة الأولى اللي تشوفوها هنا، الحاجة الأولى qui est remarquable ici في الآخر تاعكم وشنو هي؟ lorsque vous voyez ce tableau هكذا les jaunes، وشنو هي الحاجة الأولى Monsieur, c'est flou. le tableau il est flou. Oui. Le tableau il est flou. لا لا من عندك بك نورمال. هاي مليحة مسيو هاي مليحة. هاي مليحة normal, monsieur, allez-y. إما لا من عندك لا كونيكسيون تاعك هي أنا. سينو حلي عندك الطابلو وشوفه. وكي إلا سمعتي الصوت حلي البي دي اف ولا الكور تاع لو ريزومي. تحبوا نبعثه لكم دوكا؟ اسمع نبعثه لكم كوم سا فو. اللي بتليفون monsieur ما يقدروش يشوفوه. traduction هذا. لا فتحوه في التليفون تاعكم ولا فتحوه في نوت تيلي. دغاك انا نخليكم براسكم باسكو لا بليبار عندهم فوالا دونك Monsieur, on remarque que le diamètre, la porosité efficace et la perméabilité, كيف très bien. هذه c'est une première remarque. Très bien, excellent. هذه la remarque الأولى. ولا remarque deuxième عندك زوج. عندك un autre paramètre aussi qui marche bien avec les deux. Donc qui évolue bien مع les deux. Qui est bien couplé معاهم. وشنو هو à ton avis؟ تبع مليح ها. Est-ce que c'est la porosité totale ou c'est le diamètre؟ لو كان تشوف هكذا. Monsieur, c'est la porosité efficace مع الديامètre. مع الديامètre. Très bien. كان تشوفوا la porosité efficace elle évolue d'une manière uniforme مع le diamètre. Donc la porosité efficace elle diminue. La perméabilité elle diminue. Voilà, elle diminue. Et elle diminue en fonction du diamètre. Donc tout cela est en fonction du diamètre de votre grain. Donc la porosité efficace elle est contrôlée par le diamètre de grain. Donc ça dépend du type de votre type de sédiment, donc de votre granulométrie en quelque sorte. C'est tout le truc. De votre type de sédiment. Déjà même les sables, vous avez 3 types de sable. Donc vous allez avoir 3 porosités différentes. Voilà. Vous n'avez même pas 3 types, vous avez 5 types de sable. Voilà. Sable gros, moyen, fin, très fin, siliceux. Vous pouvez avoir des sables altérés par des grès, par des argiles, etc. Donc vous voyez que le diamètre des grains va contrôler la porosité efficace. هذه حاجة الأولى. الحاجة الدeuxième, c'est que la porosité efficace, c'est elle qui va contrôler la perméabilité. Donc c'est elle qui va contrôler l'aptitude de la roche à laisser passer le fluide. Est-ce que vous arrivez à comprendre le truc? C'est tout le truc. Donc à chaque fois que la porosité efficace elle est élevée, donc la roche elle est plus perméable, donc elle laisse plus passer le fluide. Et tout cela est dû aussi au diamètre des grains, bien sûr. Donc à chaque fois que le grain est concubère, le volume du vide entre les grains est concubère, donc les pores sont mieux interconnectés entre eux et vous avez une porosité qui est efficace, qui est large, et donc le fluide circule d'une manière plus dense, c'est-à-dire qu'il est plus libre. Donc il n'y a pas de barrière, ce qui fait que la roche peut être définie à le moment comme une roche perméable. Donc elle laisse passer le fluide, elle est perméable, elle laisse passer le fluide. Donc là j'ai fait entrer un autre paramètre, le paramètre de perméabilité, et je l'ai lié au phénomène de porosité. C'est que la perméabilité, donc elle n'est pas couplée à la porosité totale. Donc elle est couplée à la porosité efficace. La porosité totale peut varier en sens inverse. On peut avoir par exemple le domaine des argiles, une porosité totale qui démarre avec, qui est très très élevée,
et une porosité efficace qui est très très faible, qui est même nulle, on a quasiment nulle. Voilà. Donc là, dans le cas, les argiles sont considérés comme des matériaux qui ne laissent pas passer le fluide. Alors, parce que les argiles, dès que le fluide, qu'on a une porosité, dès que le fluide, il commence dès que le fluide touche les argiles, la porosité les argiles ou la flé. Quand on parle de silt argileux, c'est-à-dire que les argiles ou les silt, kif. Donc la porosité touche les argiles. Donc la porosité des argiles, il joue un rôle d'écran. Les argiles, la variation de pression des pores les argiles, elle évolue d'une manière drastique. Vous avez aussi des phénomènes physico-chimiques qui se passent sur les argiles, du minéral qui est associé à l'évolution de la granulométrie des argiles et qui fait que la porosité efficace en les argiles toujours elle n'est pas stable. Donc on peut avoir des argiles, on peut avoir des argiles avec une porosité totale qui est élevée, mais une porosité efficace au moment un instant T géologique qui est très très nul. Et là, c'est sa porosité efficace, c'est la porosité efficace des argiles qui va contrôler la circulation de fluide et non la porosité totale. C'est-à-dire non l'histoire, l'évolution géologique de la couche argileuse. Donc, l'histoire, tu as les argiles qui va faire que donc, là, on associera le phénomène de perméabilité à sa porosité efficace, ou sa capacité à laisser passer le fluide, les couches argileuses à sa porosité efficace. Voilà. Donc c'est sa porosité efficace qui détermine, si je veux être plus explicite, qui détermine l'aptitude des argiles ou des siltes argileux à laisser passer le fluide. Même pour les sables silteux qui ne sont pas altérés par les siltes, c'est la même chose aussi. Donc là, vous voyez un petit peu donc faites attention lorsqu'on parle des argiles. Donc des argiles déjà, dans le domaine de la géophysique, ils jouent un rôle d'écran. Donc ils peuvent vous fausser les mesures. Donc lorsque vous calculez donc, la porosité efficace, la porosité totale les argiles, il y a d'autres domaines. Donc ça peut être des domaines ça peut être le grand écart. Donc là, il faut faire attention lorsque vous parlez, ou là, lorsque vous êtes confronté à une roche où vous avez beaucoup de niveaux d'argile qui est associé à sa formation ou à sa texture. Voilà. Donc voilà pour ce tableau. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, les gens? Est-ce que vous arrivez à faire normalement les paramètres physiques qui conditionnent la capacité d'une roche à laisser circuler ou laisser passer le fluide. Voilà. Vous avez une idée sur ça. Donc, si vous voulez, par exemple, étudier un réservoir d'hydrocarbures, il vaut mieux étudier sa granulométrie, il vaut mieux calculer sa porosité efficace que de calculer sa porosité totale, c'est-à-dire de chercher comment évoluer sa porosité au moment où donc, c'est sa porosité efficace qui conditionne le fait qu'une roche est réservoir d'hydrocarbures ou pas. Bien sûr, la porosité efficace est couplée aussi à la perméabilité. Donc, le troisième ou le deuxième paramètre physique la perméabilité, est directement lié à la porosité efficace. Voilà. C'est-à-dire au volume du vide, de par la définition de la porosité efficace, du volume du vide contenu dans les pores. Donc, les volumes du vide communicants. Donc, très bien, on a une porosité totale qui les roches poreuses ont une porosité qui mais les vides peuvent ne pas être connectés. Qui c'est le cas de la deuxième, la porosité totale, le cas mais si la porosité, mais si vous avez des vides
de villes interconnectées entre eux, des villes qui sont connectées, qui me fait sable gros, moyen et fin. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, la roche, elle est perméable, donc elle laisse circuler le fluide. Voilà. Donc, les jeunes, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que nous pouvons continuer? تقدر تكمل شيخ. Très bien, très bien. Donc là, plus j'ai parlé de perméabilité, avec comme un exemple de perméabilité, qui fait que la perméabilité à dire. Donc la perméabilité peut être aussi vue, il faut faire attention. C'est un exemple d'une géométrie de lave jointe. Donc c'est une photo de terrain. Une photo de terrain, d'ailleurs, donc c'est un géologue. Et là, vous avez des colonnes de basalte, les colonnes de basalte qui ont la même taille que ce géologue. Donc c'est de grosses colonnes de basalte. وهاد les colonnes de basalte لو كنتحكموهم وحدهم وتكالكولوا la perméabilité. Est-ce que les basaltes تحكموا un échantillon تاع البازالت. Le basalte il n'est pas poreux هكذا. Et il n'est pas perméable le basalte, il est imperméable. Voilà. Il est très peu poreux, il est imperméable. D'accord معايا le basalte. Il est imperméable. تعرفوا هذه؟ Oui, monsieur. Très bien. Mais si vous prenez par exemple tout le volume rocheux, la géométrie donc le volume rocheux à l'échelle macroscopique, donc vous avez des colonnes de basalte interconnectées entre eux. Et les colonnes de basalte ont comme des vides. Donc tu vois, des vides communicants. Voilà. Donc la roche au niveau macroscopique, elle va être la porosité efficace. Est-ce qu'elle va être élevée ou la faible? حنا قلنا بلي البازات اللي كنتحكموا باغ échantillon هكذا وحده la porosité efficace تاعو صغيره بزاف. داكور معايا il est imperméable, il laisse pas circuler l'eau. mais لو كنتحكموا du point de vue géométrique, لو كنتحكموا كنروحوا من une échelle microscopique, une échelle d'une seule colonne à l'échelle d'une roche هكذا, à l'échelle d'une roche. نهضروا في les milieux géologiques naturels, يعني في لا ناتور تاعكم. في لا ناتور عندي يكون عندكم هكذا دي كولون هكذا. اسكو هاد لا روش هاد لو ماتيريال جيولوجيك اللي راكم تشوفوه هنايا, est-ce qu'il possède une porosité efficace élevée ou la faible? Voilà. À votre avis? Élevé, monsieur. Élevé, monsieur. Très bien, très bien. Élevé. Élevé, علاش vous avez des vides communicants. يعني الماء كي تشوفوا الماء هنايا اللي هو يجي منه او يخرج هنا, شفتوه؟ Donc ce volume rocheux va laisser passer le fluide. Et sa porosité aussi efficace, elle est élevée parce que vous avez des vides communicants. Les vides, le fluide ما يجوش, الماء ما يجوش. Donc vous voyez un petit peu avec cet exemple la relation qui peut exister entre les basaltes et le volume rocheux. Au moment de la formation, quand une seule colonne, donc la roche basaltique très peu, avec une porosité mais les colonnes, l'ensemble des colonnes basaltiques, qui vont former la roche vont avoir des porosités efficaces élevées, ce qui fait que, c'est-à-dire des perméabilités élevées, donc ils laisseront passer donc ils peuvent laisser passer le fluide. Donc il faut faire attention lorsque vous parlez d'analyse dans le laboratoire, l'analyse géologique. Donc des fois, il faut, lorsque vous extrapolez vos analyses, les paramètres physiques que vous avez analysés en laboratoire, il faut avoir une certaine connaissance de terrain. Il faut les introduire le terrain, تعرفوا la géologie, pour mieux interpréter vos résultats. Voilà. Donc là, c'est un exemple هذا, donc l'exemple les colonnes basaltiques. Donc là, c'est des grosses colonnes qui sont apparues en futur. Avec ils sont associés à des phénomènes tectoniques كبار. Vous avez l'apparition, donc vous avez la déformation qui est remarquable ici.
Donc, l'affleurement هنا باين مليح. هنايا تاني un autre exemple تاني qui montre aussi la variation de la porosité في une roche particulière. Donc, on a vu le phénomène, يعني في un temps géologique court, donc on a vu le phénomène de volcanisme, mais on peut aussi, pour les gens qui s'intéressent à l'hydrogéologie ou au phénomène d'hydrothermalisme d'une manière générale, ou de la sismologie associée ou des séismes associés aux zones hydrothermales. حنا كيما لي زون هيدروثيرمال هنا عندنا في الجزائر عندنا ما عندناش ان هيدروثيرماليزم كيما في المون فوجي كيما في لي زون دو سبدكسيون puisque هنا on est dans des zones où on est sur des limites de rapprochement. Donc on est sur des zones de rapprochement entre des plaques tectoniques continentales, même si certains auteurs parlent de début de subduction. Mais le début de subduction là, moi je ne vois. Il y a des géologues, parce que le début de subduction, il faut qu'il soit associé aussi à du volcanisme, à beaucoup de choses. Donc il faut qu'ils aient des traces en surface. Donc pour l'instant, c'est juste des théories. On ne sait pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais à l'instant T, on parle plutôt de collision, on parle plutôt de rapprochement entre plaques tectoniques. Donc on a des zones hydrothermales كاين حمام ريغا، حمام المسخوطين، حمام الوان، في الباسين ميوسن تاع قلمه ثاني عندكم ثاني كتما اكسيتيرا. Vous avez des zones hydrothermales qui sont aussi associées à des séismes aussi. كيما في la région تاع قلمه عندكم حمام دبا qui هاد les derniers temps a une activité hydrothermale un petit peu au-dessus de la normale. Donc ce phénomène hydrothermal est en train de provoquer la fracturation ou la réactivation de quelques fractures. Donc soit c'est des fractures qui sont en train de naître, soit elles sont des fractures qui existent déjà et qui sont réactivées et qui induisent des séismes. Donc là, j'ai choisi des phénomènes de séisme associés à l'hydrothermalisme. Et l'exemple que vous avez ici, c'est un exemple d'un hydrothermalisme intense. Donc là, c'est des phénomènes qui sont quasiment périodiques. Donc vous avez des sismicités périodiques qui sont associées à l'élévation de l'intensité dans les zones hydrothermales. Donc maintenant, par exemple, monsieur ما فهمتش وشنو هو اللي بيريوديك؟ C'est les séismes. C'est le phénomène. Les phénomènes de rien. L'hydrothermal هنا كنت نروح للحمام par exemple الحمام الوان ولا حمام المسخوطين ولا حمام يقولوا مسكوتين على كل حال ولا حمام par exemple حمام دباغ تاع قلمه. L'hydrothermalisme il est là فاهم الحمام هنا. Mais des fois الحمام هذاك يعني le phénomène en question va s'élever. يزيد شويه على la moyenne terme. يزيد شويه de part d'une tectonique, de part de la déformation ou d'élévation des conditions de pression et de température qui va faire que la zone hydrothermale va évoluer, va augmenter en intensité. Et في المون فوجي par exemple, elles sont récurrentes. يعني عندهم une certaine périodicité. يعني des périodes où c'est toute une mécanique. يعني des périodes où vous avez de l'hydrothermalisme qui يزيد عن طاقته يزيد. Donc cet hydrothermalisme qui s'intensifie est associé aussi à des phénomènes de séisme qui peuvent être des séismes modérés jusqu'à forts. Des séismes qui peuvent causer des dégâts. Donc maintenant, par exemple, si on parle de la sismicité induite par les zones hydrothermales. Donc avant les séismes, par exemple, si on prend un échantillon de roche, vous allez avoir un échantillon de roche qui a une certaine porosité. Par exemple, dans la faille, le niveau de la faille, la zone de faille. Si vous avez des failles avoisinant la zone hydrothermale, après, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, pendant le séisme, durant le séisme, donc l'hydrothermalisme va créer une variation de pression des pores. Cette variation de pression des pores va induire
le séisme. Donc, elle va affecter les contraintes tectoniques associées aux contraintes tectoniques qui sont déjà liées au plan de faille. Et donc, cette instabilité en termes de contraintes tectoniques va faire glisser la faille TACOM. Donc, vous allez avoir un séisme. Et le séisme va provoquer aussi, donc le séisme, donc after the earthquake, donc ce séisme aussi, s'il est à côté de la zone hydrothermale, il va provoquer la migration du fluide hydrothermal. La zone hydrothermale, il y a en surface, donc ça va provoquer la migration du fluide et la roche ici, elle va changer de porosité. Tu vois, on a les grains, donc plutôt les pores, ils vont varier. Donc la porosité va varier. Donc ici, les flèches veut dire que le fluide hydrothermal migre en surface. Et puis vous avez la porosité qui va varier du low, du faible à l'élevé. Donc on a les grosses rondelles, donc les ellipses ça veut dire que la porosité est élevée. Maintenant, donc c'est-à-dire la porosité va s'élever, donc le fluide va. Bon, vous avez une compression parce que c'est lié au séisme. Vous avez des zones de compression, donc ils vont provoquer un séisme et qui vont provoquer aussi la migration du fluide. Et le problème, c'est que même un mois après, vous allez avoir le fluide qui va continuer à migrer. La sismicité va continuer à se générer. Vous avez des séismes même un mois après le séisme, parce que généralement, même des séismes intenses, vous pouvez avoir une intensité qui est à peu près la même que pendant le premier séisme, voilà, et qui ne diminue pas, même un mois après. Donc là aussi, cette sismicité est associée à une variation de porosité. Donc, les séismes, ils plutôt le comportement rhéologique de la couche de la roche la roche qui est saturée ou qui est associée à ces zones hydrothermales. Donc, le fluide, un forage, vous allez voir que vous allez avoir de la variation de pression des pores, même un mois après le phénomène hydrothermal. Même un mois après, même un mois, ou 2 mois, 3 mois, vous pouvez avoir des variations de porosité sur un même niveau géologique. Donc, faites attention à ça. Voilà. Donc, lorsque, par exemple, vous trouvez les zones hydrothermales, qui l'échantillonnage تاعكم, qui le forage تاعكم, vous classez les propriétés physiques تاعكم, vous étudiez la porosité efficace et la perméabilité, il vaut mieux ajouter, faire d'autres prélèvements un mois après, 2 mois, 3 mois, pour voir un petit peu l'évolution de cette porosité. Parce que là, on est sur des évolutions liées à des échelles courtes, comme pour les études à côté des zones volcaniques. Donc, les zones hydrothermales, on peut les définir, on peut les classer un petit peu comme les zones volcaniques en termes d'évolution de propriétés physiques, c'est-à-dire de porosité sur des échelles géologiques très très courtes. Voilà. Donc les jeunes, on termine ici. La prochaine fois, on va la résistivité, un autre paramètre. Donc on va parler d'un autre paramètre qui va être très très utile, surtout pour les gens qui, mais surtout pour les gens qui étudient les phénomènes hydriques ou les hydrogéologues et même les volcanologues, les gens qui veulent étudier les réservoirs d'hydrocarbures, même si pour les réservoirs, on utilise plutôt de la sismique pour quantifier un réservoir, mais des fois, on peut utiliser la magnétotellurique, des méthodes de géophysique qui sont liées à ce paramètre physique. Donc, ce paramètre physique est très, très important pour essayer de différencier entre différents matériaux géologiques. Donc, c'est l'autre paramètre qu'on va étudier
lors de la prochaine séance. Maintenant, les jeunes, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a fait? Donc, là, on est au même niveau qui m'a gagné. Là, on va continuer. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, les jeunes, par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, c'est clair. Très bien, très bien. Donc, il n'y a pas de questions une fois, il n'y a pas de questions deux fois, il n'y a pas de questions trois fois à juger. Donc, et on continue la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup, monsieur. De rien, sahitou les gens. Bien, le chef. Sahitou, sahitou. Merci. De rien, sahitou. Ici, bonne nuit et portez-vous bien. À la prochaine. Et